Alors, je voulais bien sûr remercier le comité d'organisation d'avoir choisi ce thème, qui est un thème qui est franchement d'actualité, à la fois sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan médico-judiciaire et aussi sur le plan réglementaire. Vous allez voir ça au cours de la présentation. Alors, on va vous traiter la prise en charge des complications des bandelettes sous-urétrales. On va traiter ce thème à quatre, avec le concours d'Emmanuel Chartier-Kassler, qui va parler des troubles mictionnels induits par les bandelettes sous-urétrales, avec Marie-Aimée Perroin-Verbe, qui va aborder les érosions, qu'elles soient vésicales, urétrales ou vaginales, et enfin Jérôme Rigaud, qui abordera la question des douleurs. Alors, pour poser le problème, il faut savoir qu'il y a à peu près 40 000 bandelettes qui sont posées tous les ans en France, ce qui fait que si on prend cette série issue des données de la NHS sur 100 000 patientes, un taux de complication de 10%, vous voyez que 40 000 patientes sur une vingtaine d'années, ça fait à peu près 8 000 patientes qui sont concernées par ces complications. Et il y a une sous-spécialité qui est la prise en charge justement de ces complications des bandelettes. Et c'est ce que l'on va essayer de vous traiter maintenant. Alors un mot sur la fréquence, c'est des données très connues. Vous savez qu'il y a des fréquences qui sont des pathologies plus particulières avec une bandelette, par exemple les perforations vésicales ou les dysuries, alors qu'à l'inverse, les voies transobturatrices sont plus à l'occasion de douleurs. Que ce soit les voies rétropubiennes ou les voies transobturatrices, ces bandelettes peuvent aussi être à l'origine de complications à long terme, avec soit des urgenturies des novos, soit de la dysurie. Alors, il faut savoir que tout est possible en matière de complications de bandelettes. Et pour illustrer cela, je vous ai sorti cette publication toute récente, qui est absolument incroyable, d'une perforation sécale à la suite d'un TVT. Donc, vous voyez que tout est possible. Il faut vraiment avoir l'esprit ouvert quand on parle de complications de bandelettes. Quelques bons réflexes d'abord au bloc opératoire. La plaie vésicale, ce n'est pas vraiment une complication, c'est un incident à condition que l'on s'en rend compte. Vous savez que la fréquence est à peu près 4% avec la voie rétropubienne, 10 fois moins, 0,4% pour les voies transobturatrices. Les facteurs de risque sont connus, un trajet rétrolatéral, une intervention sur une vessie non vide, des antécédents de chirurgie rétropubienne, et puis surtout cette courbe d'apprentissage. Vous vous souvenez sûrement pour les plus anciens que les premières bandelettes par voie rétropubienne conduisaient très fréquemment à des brèches vésicales, et puis qu'avec l'expérience, ceci disparaissait. Alors le mode de découverte, c'est parfois un écoulement d'urine le long des gaines plastiques, parfois des urines sanglantes. Il faut vraiment insister sur la cystoscopie obligatoire pour la voie rétropubienne. D'ailleurs, dans l'arrêté qui a été publié il y a quelques jours par la Direction générale de la santé, il est obligatoire de disposer d'un cystoscope pour faire ces techniques. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas, par exemple, une bandelette qui va être sous la muqueuse et qui va être source d'érosion secondaire. Dans ce cas-là, pas de panique, on retire la bandelette, on refait un passage. Se pose le problème du drainage vésical. Vous vous souvenez qu'initialement, on laissait la bandelette, la sonde quelques jours supplémentaires. En fait, un drainage de quelques heures est le plus souvent suffisant. Plus compliqué, plus ennuyeux, les plaies urétrales. Alors, ces plaies urétrales sont fort heureusement beaucoup moins fréquentes. La recommandation au bloc opératoire, c'est de renoncer à la pose de la bandelette, car le risque d'érosion secondaire, je pense que Marie-Aimée nous en parlera tout à l'heure, est beaucoup plus important, et donc ne pas poser de bandelette dans cette situation. En prévention, toujours une sonde urétrale, et puis si vous faites de la voie transobturatrice, en out-in, toujours faire une dissection pour mettre le doigt, pour que le passage entre l'os et la sortie vaginale soit le moins aveugle possible. Et puis, si vous faites de la voie in-out, eh bien, utilisez l'introducteur. N'essayez pas d'inventer la technique et suivez la recommandation qui a été faite par les promoteurs de la technique. Les complications hémorragiques, elles sont rares. 12 publications au mois d'octobre qu'on retrouve dans PubMed, au moins un décès rapporté. Essentiellement des plaies vasculaires, épigastriques, iliaques externes ou des vaisseaux fémoraux. La prévention pour le TVT, c'est des cuisses peu fléchies, un trajet qui est au plus de 15 degrés, pas plus, vers le latéral. Si vous faites 30 degrés, vous allez vous embrocher des vaisseaux. Et puis, c'est aussi une bonne anesthésie, car la patiente qui va se lever de la table au moment où on passe la laine, c'est sûrement un risque vasculaire important. En cas d'ennui de ce type, le traitement conservateur est souvent suffisant, avec un double packing, une surveillance, recours à transfusion, embolisation ou reprise chirurgicale,
tout à fait exceptionnelle. Autre complication également décrite, ce sont les plaies intestinales. Elles sont rares, 11 publications rapportées au mois d'octobre, et il faut par contre noter que ce sont les principales causes de décès après bandette sous-urétrale rétropubienne. Insister sur le fait que le mode de découverte est souvent assez torpide, un peu de fièvre, un peu mal au ventre, un petit peu de nausées, de vomissements, et qu'il faut rapidement reprendre ces patientes pour éviter des catastrophes. En recommandation, en cas d'antécédent de chirurgie sous-ombilicale, préférer une voie transobturatrice a été d'ailleurs un argument que l'on a utilisé vis-à-vis des autorités de santé pour que cette voie transobturatrice ne soit pas interdite, une surveillance abdominale et, comme je l'ai dit tout à l'heure, une reprise précoce. Enfin, dernier bon réflexe au bloc opératoire et dans la suite du bloc opératoire, c'est la rétention d'urine. Alors, elle est liée à beaucoup de choses. Jamais d'alpha bloquant, jamais d'abaissement au béniquet. Et puis, la prise en charge, elle demande un petit peu de réflexion. Si, en fait, avant la mise en place de la bandette sous-urétrale, vous aviez une belle débimétrie, l'absence de résidus, qu'après l'intervention, votre patiente n'urine pas, eh bien, il faut penser que vous avez vraisemblablement fait une faute technique. Et dans ce cas-là, il faut détendre la bandette très précocement. Par contre, si avant l'intervention, vous aviez une mauvaise débimétrie, un résidu, mais cette patiente était incontinente, vous avez voulu quand même mettre en place une bandette sous-urétrale, eh bien là, il est licite d'attendre, mais pas trop, en faisant de l'autosondage jusqu'à ce que la vessie s'adapte à cette nouvelle situation avec une bandelette. Et pour appuyer cela, donc quelques publications récentes qui vont montrer l'intérêt franchement de cette mobilisation précoce dans le premier cas que j'ai décrit. Vous mobilisez précocement, eh bien vous allez avoir une reprise d'émiction et vous n'aurez pas l'inconvénient d'une reprise tardive qui nécessitera forcément une section de bandelette avec un risque d'incontinence après la section qui est d'à peu près 25%. Je vous remercie. Voyons maintenant les troubles mictionnels induits, dysurie, urgenturie, comment les évaluer, comment les traiter après la chirurgie de l'incontinence urinaire d'effort. Alors, bien sûr, ce sujet ne concerne pas que les bandelettes sous-urétrales et il ne faut pas oublier que quand on traite une incontinence urinaire d'effort, elle peut être liée à l'hypermobilité urétrale avec toutes les techniques qu'on connaît, jusqu'aux bandelettes qui sont actuellement l'objet de débats nationaux, et l'incompétence sphinctérienne, les deux pouvant être associés. Je rappellerai que la colposuspension type Birch, ancienne technique que peu connaissent dans la jeune génération, est une technique qui consiste à soutenir l'urètre via le vagin et que la tension de cette intervention n'a jamais été codifiée et ne peut pas l'être et que comme les pubovaginal stings, elle peut en elle-même obstruer, voire créer un syndrome obstructif et des symptômes d'urgenturie ou de dysurie du fait de la trop grande tension ou de la perte de la mobilité du col lors de la miction, phénomène qu'on oublie trop souvent. Les bandelettes sous-urétrales, faites pour traiter l'hypermobilité rétrale, peuvent également, du fait d'une tension trop importante, traitant l'hypermobilité rétrale décrite par Delancey, peuvent entraîner un syndrome obstructif avec dysurie et hyperactivité de vessie, voire une hyperactivité de vessie isolée sans obstruction, comme toutes les chirurgies d'incontinence qui peuvent créer ce qu'on appelle une HAV de novo, qui sera l'objet de la discussion. Quel que soit le symptôme en question, tout commence par l'évaluation. J'attache une importance extrême à l'interrogatoire et tous les symptômes qui peuvent être liés à la chirurgie passée et à la chronologie des symptômes. Le calendrier mictionnel est incontournable pour comprendre la pollakiurie, le volume mictionnel et la différence entre symptômes de jour et de nuit. Et enfin, l'examen physique doit être minutieux du fait d'un antécédent chirurgical, raison de notre présentation du jour. On n'échappera pas à l'ECBU et à la cystoscopie, je vais y revenir. Alors bien sûr, une patiente qui présente une HAV post-opératoire, il ne faut pas aller faire d'évaluation dans les 3 premiers mois, sauf bien sûr complications inhabituelles que je laisse de côté, la rétention post-opératoire, les cystites à répétition majeure, les symptômes induits hors de l'HAV, type des douleurs. Ensuite, toute évaluation de cet HAV post-opératoire se comparera aux symptômes préopératoires, ce qui implique de connaître les éléments diagnostiques cliniques qui ont porté à l'indication et qui étaient préalables à la chirurgie en cause aujourd'hui dans notre HAV post-opératoire. Dysurie ou urgenturie, quand il y a eu une bandelette sous-urétrale, mais c'est la même chose pour les colposuspensions, puisqu'on sait que les filles de colposuspension peuvent finalement
pénétrer la vessie avec le temps, il faut savoir faire la cystoscopie. Je prends cet exemple tout récent d'une bandelette TOT latéro-vésicale dont le collègue qui avait pris la patiente en charge avait totalement méconnu l'existence par le manque de complétude, si je puis dire, de la cystoscopie diagnostique dans le cadre de l'évaluation parfaitement réalisée par ailleurs. Donc HAV, bandelette sous-urétrale, qu'est-ce qu'on connaît? Eh bien, on sait que c'est environ 8% à 12 mois. C'est à peu près identique pour TVT et TOT. Out-in ou in-out, c'est pareil. Les mini-slings sont aujourd'hui non autorisés, voire non réalisés du tout, mais semblaient être un peu plus pourvoyeurs d'hyperactivité vésicale post-opératoire. L'urgenturie ou l'incontinence urinaire par urgenturie de novo, quelles que soient les études randomisées qui ont été réalisées ou analysées, on peut arriver à long terme à plus de 15%. Ceci était valable aussi pour la colposuspension type Birch, sur laquelle je n'ai pas le temps de revenir aujourd'hui. Donc, pour se résumer, l'urgenturie post-opératoire, si on a bien pensé à faire le bilan que j'ai déjà évoqué, il ne faut pas oublier qu'une des causes d'urgenturie, c'est l'insuffisance sphinctérienne. L'insuffisance sphinctérienne, par la béance du col vésical qu'elle entraîne, peut être le seul symptôme qui persiste après un traitement parfaitement réalisé d'hypermobilité urétrale, mais le plus souvent dans ce cas-là, on en était averti en préopératoire. Alors, quelle prise en charge pour l'HAV? Bien sûr, c'est une cause locale traitable, on traite la cause. Je n'avance pas plus sur le sujet. J'y reviendrai avec la dysurie. Les anticholinergiques sont un très bon traitement, mais la réponse, le taux de réponse n'est pas bon. Et c'est globalement moins efficace dans ces situations d'énévo que dans les HAV idiopathiques. Donc, à ce moment-là, on rentre dans les traitements de deuxième ligne qui peuvent tout à fait être efficaces, type neuromodulation des racines sacrées, ou toxine botulique à faible dose, bien sûr, et 50 unités pour la première dose. Chez des patientes qui ne seront pas obstruées et qui auront été préalablement informées du risque d'autosondage. La dysurie ou l'obstruction post-opératoire, ça va donc jusqu'à la rétention chronique. On s'oriente le plus souvent vers une section ou une ablation de la bandelette. Alors, il faut en attendre une amélioration de la dysurie, très claire. Je prends l'exemple de la bandelette située à droite qui a été réalisée ablation par voie basse chez une patiente rétentionniste depuis 2 ans après sa bandelette, dont l'équipe chirurgicale qui la prenait en charge avait affirmé par 2 chirurgies suivantes que la bandelette était enlevée. Vous voyez que la bandelette a été intégralement retirée et que l'émission reprise. Donc, savoir penser que toute dysurie induite et immédiate après la chirurgie, il faut penser à la bandelette. Bien sûr, trop attendre, c'est rendre le geste peut-être plus difficile. Et ici, une bandelette que vous voyez en ablation robot dans une situation de pose de sphincter concomitante. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Une très bonne amélioration, une incontinence secondaire très probable. Et dans notre expérience rapportée, savoir que quand on enlève une bandelette, 52% des patientes auront besoin d'une chirurgie additionnelle ultérieure. Donc, en conclusion, quand on va prendre en charge une patiente par traitement médical ou traitement chirurgical d'ablation dans ce syndrome d'urgenturie ou de dysurie, il faut savoir penser à la suite, penser à l'ancienne chirurgie. Et je ne peux que conclure en utilisant et en me référant au texte récent paru au journal officiel, rappelant que l'explantation et les complications seront au mieux gérées dans le cadre d'une RCP et dans un centre disposant d'un plateau multidisciplinaire, gage pour la patiente d'information et surtout dans le contexte médico-légal d'une explication complète de la situation pouvant notablement atténuer la réaction négative de la patiente. Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc, en effet, je vais vous parler d'érosion vaginale, vésicale et urétrale après bandelette sous-urétrale. Comment je gère? Alors, première chose, quel bilan réalisé en cas d'érosion après bandelette sous-urétrale? Il faut savoir qu'il n'y a pas réellement de recommandation quant à ce bilan. Ce qui est fondamental, c'est de bien interroger la patiente et également de récupérer les comptes rendus antérieurs, notamment si la patiente n'a pas été opérée dans votre centre et s'il a été réalisé au préalable des tentatives d'ablation de bandelette. L'examen clinique, bien sûr, est incontournable et il va permettre notamment de mettre en évidence une érosion vaginale, mais ce qui est également incontournable, c'est la cystoscopie, puisqu'elle va permettre de ne pas méconnaître une érosion urétrale ou vésicale associée, et une éventuelle complication type lithiasique associée. D'autres examens peuvent être réalisés, ce qui est d'ailleurs proposé dans l'algorithme que vous voyez ici, qui a été publié par l'équipe de Bristol en 2020.
Ce qui est important, c'est que, bien entendu, si la patiente se plaint d'hyperactivité vésicale, de dysurie et d'infection, il faudra au minimum réaliser une débimétrie avec mesure du résidu post-mictionnel. Avant traitement, il est aussi bien important de rapporter cette complication, de bien la décrire, et on peut utiliser bien sûr la standardisation conjointe Yuga-ICS qui décrit le type de complication, le délai de survenue et le site de cette complication. Et il convient également de rapporter les complications dans des registres, notamment type Vigimesh, de discuter de la prise en charge de façon pluridisciplinaire, comme stipulé notamment dans l'arrêté du 23 octobre dont on a précédemment parlé. Et puis, quelle que soit la chirurgie que vous allez ensuite réaliser, quelle que soit la technique, il faut bien décrire ce que vous faites. Si on fait une ablation partielle, complète, la voie d'abord, et si possible, filmer l'intervention, faire des photos, éventuellement même des photos de la partie ou de toute la bandelette que vous retirez. Alors, concernant le traitement de ces érosions, il faut savoir que le traitement, il n'y a pas de recommandation sur le type de traitement à réaliser après érosion, mais ce traitement, il doit être sur mesure, après discussion avec la patiente, de ses attentes, et puis bien sûr l'informer des bénéfices et risques de la chirurgie, et notamment le risque de récidive d'incontinence urinaire d'effort. On y reviendra. Alors, en cas d'érosion vaginale, certaines sociétés savantes, dont le NICE, propose plutôt, en cas de patiente non symptomatique, de réaliser un traitement conservateur. Alors, c'est valable si l'érosion est de petite taille, et on peut proposer éventuellement un traitement conservateur avec œstrogène de façon locale, associé pourquoi pas à une antibiothérapie. Il est clair qu'il faut réévaluer ces patientes et assez rapidement. Il n'est pas question de les laisser dans la nature. Le NICE recommande d'ailleurs de les revoir au bout de 3 mois. Et dans ces cas-là, en cas d'échec, un traitement chirurgical est à considérer. Il faut savoir qu'environ 60% des patientes qui ont été prises en charge de façon conservatrice auront besoin d'une chirurgie d'exérèse secondaire, et probablement que la chirurgie d'emblée fait mieux que chirurgie après essai d'un traitement conservateur. Alors, si on réalise un traitement chirurgical, donc ce traitement chirurgical après érosion vaginale, c'est si votre patiente est symptomatique d'emblée ou en cas d'échec d'un traitement conservateur. Alors, ablation complète ou totale, pas d'études comparatives, pas de recommandations. Globalement, quelle que soit la technique, on peut espérer améliorer de 60% la plainte de la patiente, les symptômes. C'est surtout vrai pour la douleur liée à cette érosion, c'est un peu moins vrai pour les symptômes urinaires, notamment l'incontinence et l'hyperactivité. Et donc, comment faire le choix, ablation partielle ou totale? Eh bien, l'ablation partielle, peut-être qu'elle protège un peu moins, je dis bien peut-être, d'une récidive d'incontinence urinaire d'effort, mais probablement qu'elle expose un peu plus à un risque d'érosion. Alors, l'incontinence urinaire d'effort récidivée après ablation de bandelette pour érosion, c'est à peu près 30 à 40% dans la littérature, sans doute un peu plus si on fait une ablation complète. Ce qui est important de savoir, c'est que, en tout cas, l'ablation partielle, on l'a dit, ne protège pas d'une incontinence urinaire récidivée, et qu'une chirurgie de reprise, c'est-à-dire retourner pour essayer de retirer ce qui reste de bandelette alors qu'une première tentative a été réalisée, est souvent un peu plus compliquée. Donc c'est plutôt un plaidoyer pour une ablation complète d'emblée. Alors, concernant l'érosion urétrale et vésicale, alors là, il n'y a pas vraiment de place au traitement conservateur puisqu'il y a un risque accru de lithiase, d'infection et puis une symptomatologie d'hyperactivité vésicale souvent associée. En cas de traitement chirurgical, il est important de toute façon de bien prévenir les patientes du risque de non-amélioration de certains symptômes urinaires, notamment cette hyperactivité vésicale, voire une dégradation de ces symptômes après ablation de la bandelette. Alors, y a-t-il une place au traitement endoscopique pour ces érosions urétrales ou vésicales? Alors, le niveau de preuve est extrêmement faible dans la littérature. Il n'y a aucune étude comparative entre traitement endoscopique ou traitement chirurgical non endoscopique. Il y a une revue récente de la littérature, uniquement 20 articles. En gros, que ce soit un traitement endoscopique par laser ou par résection, on a un taux de succès qui est entre 67 et 80%, mais surtout un taux de reprise qui est assez important, entre 20 et 25%, et cela ne protège pas d'une récidive d'incontinence urinaire d'effort. Donc finalement, ce traitement endoscopique pur, seul, isolément, ne semble pas suffisant, et surtout il ne protège pas d'une incontinence urinaire récidivée, ce qui est parfois un peu l'argument donné aux patientes. Alors en revanche, si on doit faire une chirurgie pour ces érosions urétrales ou vésicales,
pas d'études comparatives pour savoir s'il faut faire une chirurgie complète ou partielle. Un peu le même raisonnement que tout à l'heure. Peut-être que l'ablation partielle protège un peu plus de l'incontinence urinaire d'effort, mais ça la reste à prouver. Ce qui peut se discuter, c'est qu'en cas d'érosion urétrale pure, on peut retirer uniquement que la portion sous-urétrale. S'il y a une érosion vésicale associée, probablement qu'une chirurgie complète d'emblée en une fois est préférable. Et s'il s'agit notamment d'une TVT, probablement qu'une voie cœlioscopique pour retirer toute la bandelette est à considérer. Donc finalement, que faut-il retenir? Eh bien, quel que soit le type d'érosion, le traitement doit être sur mesure après discussion avec la patiente en fonction de ses attentes. L'information, elle doit être complète. Une discussion probablement de façon pluridisciplinaire, voire en centre expert. Bien rapporter la complication, la décrire. Rapporter également ce que vous faites comme chirurgie, avec éventuellement des photos et déclarer cette complication. Le taux de succès, sur les symptômes, en tout cas, c'est 50 à 60%, que ce soit une ablation complète ou partielle. Probablement préférer une ablation complète en un temps quand on le peut, puisque finalement l'ablation partielle ne protège pas de l'incontinence d'effort et les reprises semblent plus compliquées. Et il faut toujours prévenir vos patientes du risque d'incontinence urinaire d'effort qui est environ de 30% après ces chirurgies, quelles qu'elles soient. Je vous remercie. Bien, bonjour. Donc moi, je vais vous parler des douleurs après bandelette sous-urétrale. Donc, ça a été dit sur l'incidence des douleurs, elle est importante. Surtout, ce qui est important à noter, c'est que la voie rétropubienne TVT est une source quand même de douleurs plus importante que la voie transobturatrice, si vous voyez sur les chiffres de données de la Cochrane. Après, si on compare également les voies d'abord, et on voit que la voie transobturatrice donne plus de douleurs que la voie rétropubienne, avec un risque relatif qui est tout de même important, estimé à 4. Et toujours aussi une question en ce qui concerne la voie in-out, qui entraîne plus de douleurs que la voie out-in. On ne parlera pas trop des mini-bandelettes, en fait, parce qu'il n'y avait pas assez de données dans ces études de la Cochrane qui datent déjà de 2015. Première question qui doit se poser, déjà, c'est l'interrogatoire et discuter avec vos patientes pour savoir un petit peu depuis quand elles ont mal. Et en fait, globalement, quand on s'aperçoit que les patients ont des douleurs chroniques, c'est toujours lié à l'intervention. C'est-à-dire que ces patientes-là n'avaient pas mal avant l'intervention, et c'est après l'intervention qu'elles déclenchent les douleurs. Après, toute notre analyse sémiologique doit essayer de corréler justement la symptomatologie décrite par la patiente avec la douleur existante. Une fois qu'on a fait déjà cet interrogatoire sur la chronologie des faits qui est majeure, en fait, c'est de localiser la douleur. Alors, il y a plusieurs douleurs au niveau périnéal et on retiendra en fait 2 douleurs qui peuvent être présentes, soit la douleur dans le territoire du nerf pudendal, soit plus fréquemment la douleur dans le nerf obturateur. La douleur pudendale est quand même beaucoup plus rare. Le nerf obturateur, c'est la face interne de la cuisse. Ensuite, lorsqu'on interroge la patiente, il est important de faire caractériser la douleur, c'est de savoir quel type de douleur. Est-ce que c'est des douleurs musculaires? Est-ce que c'est des douleurs neuropathiques? Et en particulier, la douleur neuropathique, il y a un questionnaire, le DN4, vous avez 4 questions à poser. Et si les patientes répondent positivement à ces questions, vous avez quand même une forte probabilité d'atteinte neurologique, donc d'un territoire nerveux. Ensuite, ce qui est important, bien entendu, c'est d'examiner votre patiente. Et en fait, ce qu'il faut surtout rechercher, c'est une zone gâchette, c'est-à-dire une zone douloureuse sur le trajet de la bandelette. Alors, il faut récupérer bien entendu le compte rendu opératoire pour savoir si c'est une voie rétropubienne ou transobturatrice, parce que les patients ne sont pas toujours au courant de la voie d'abord qui a été posée. Et puis vous, si une patiente que vous avez opérée, ça va, mais si c'est une patiente que vous n'avez pas opérée, c'est compliqué. Donc il faut chercher une zone gâchette sur tout le territoire de la bandelette, donc au niveau vaginal bien entendu, mais également au niveau des fesses. Et en particulier pour la voie transobturatrice, on a régulièrement des douleurs au niveau du muscle obturateur interne, et qui est sur une fesse, en fait, vous faites une croix et le muscle obturateur interne, il passe au milieu de la croix, comme représenté sur le dessin. Et puis également, même en tant qu'urologue, vous pouvez faire un examen neurologique de base et rechercher une allodynie, c'est-à-dire une douleur dans le territoire, juste en caressant, une douleur nerveuse ou un déficit sensitif. Le bilan étiologique, ça a été évoqué auparavant, je ne reviendrai pas là-dessus parce que là, on va parler de douleurs chroniques, essentiellement de causes non organiques, c'est-à-dire sans érosion vaginale ou urétrale qui provoquent bien entendu des douleurs. Et là, on va dire que c'est des douleurs où tout le bilan est resté négatif, qu'on n'a rien vu de manière évidente. Et il faut rappeler également un point important, c'est que les douleurs post-opératoires, c'est dans un délai de 2 mois. Et donc, il ne faut pas attendre des mois que la patiente ait mal. Dans les 2 mois déjà qui suivent, si la douleur persiste,
il faut réellement se poser des questions sur la prise en charge. Donc déjà, l'examen clinique va vous apporter beaucoup d'informations et ensuite, on peut s'aider, et c'est souvent assez pertinent, de faire une infiltration. Donc l'infiltration, il faut retenir qu'elle n'a de but que diagnostique, elle n'a pas d'objectif thérapeutique. Et cette infiltration, vous pouvez la faire sur une zone gâchette, sur une zone en paravaginale, en paraurétrale au niveau vaginal, éventuellement sur une zone en suspubien. Vous pouvez faire une infiltration test pour voir si effectivement ça améliore les patientes. Et puis surtout, quand vous avez un territoire nerveux que vous avez mis en évidence sur votre examen clinique, il ne faut pas hésiter de faire un test d'infiltration nerveux, que ce soit au niveau du nerf obturateur ou au niveau du nerf pudendal. Et je insiste à nouveau sur l'intérêt uniquement diagnostique et non thérapeutique de ces infiltrations. Donc une fois qu'on a fait toute cette sémiologie-là, en fait, on va avoir deux tableaux cliniques évidents qui vont se démarquer, soit des douleurs uniquement myofaciales, musculaires. Vous allez avoir une douleur au niveau du muscle obturateur interne ou au niveau du muscle releveur de l'anus. Et là, vous allez retrouver en fait une zone gâchette à la palpation du trajet de la bandelette. Et puis, dans un autre cas, vous pouvez trouver une douleur neuropathique. Et ça, c'est la plupart du temps, c'est dans le nerf obturateur, avec vraiment des douleurs très systématisées qui répondent aux critères du DN4. Et là, ça nous dira qu'il y a vraiment une atteinte sur le territoire nerveux. Vous pouvez bien entendu aussi avoir des douleurs associées, neuropathiques et myofaciales. Les deux peuvent être présentes parfois. Et puis en fait, associées aussi également, vous pouvez avoir des phénomènes de sensibilisation, en fait, où la douleur, elle est très diffuse, elle provoque en fait des douleurs au niveau des fesses, au niveau des jambes, avec un changement de température et des douleurs très variables, avec des troubles aussi associés fonctionnels. Et là, c'est des phénomènes de sensibilisation associés que l'on voit un petit peu dans l'équivalent comme d'une algodystrophie. Alors, comment on va prendre en charge ces patients-là? Déjà, première chose, c'est en phase précoce, la patiente, dès le réveil ou dans les jours qui suivent, ont des douleurs extrêmement intenses, beaucoup plus importantes que d'habitude. Et là, il ne faut pas hésiter à réopérer votre patiente et vous avez une quinzaine de jours globalement pour réopérer la patiente, retirer le matériel. C'est assez simple, on retire dessus et tout va venir. Et il n'y aura pas trop de séquelles normalement pour les patientes. Il n'y a pas de données dans la littérature, bien entendu. Le message aussi, c'est de ne pas remettre de matériel. Déjà, essayer de traiter la douleur. Si elle est très intense, on retire le matériel et on se repose un petit peu après et on évalue. On peut faire un traitement antalgique et attendre, parce qu'on sait qu'il y a des patients pour lesquels ça va passer tout seul. Il y a éventuellement des infiltrations locales dont on a parlé, mais qui n'a pas d'objectif thérapeutique. Après, on peut faire surtout une prise en charge chirurgicale. Donc, en fonction de l'abord dont a été posée la bandelette, soit par voie rétropubienne, soit par voie transobturatrice, on n'aura pas le même abord. Tout ce qui est un abord par voie rétropubienne, la célioscopie est très facile à faire pour retrouver la bandelette. Quand c'est un abord transobturateur, on va faire un abord vaginal et éventuellement un abord de la racine de la cuisse qui est un peu plus compliqué. Et en termes de gestes, qu'est-ce qu'il faut faire? Globalement, si c'est une douleur uniquement myofaciale, on peut se contenter de couper la bandelette, un peu comme une corde d'arc, parce que ces douleurs myofaciales, elles sont surtout présentes dans les douleurs après des bandelettes transobturatrices. Et si on a une douleur neuropathique, alors là, il faut aller faire une exploration le long du nerf, libérer le nerf, retirer la bandelette si elle est au contact du nerf. Donc là, c'est pour vous rapporter un peu notre expérience qui ne fait que grossir parce qu'on voit de plus en plus de patientes avec des douleurs. Donc vous voyez que globalement, on améliore les patientes dans environ 2/3 des cas, mais il y a quand même une récidive de l'incontinence qui est présente, qui est non négligeable. 60% des patientes après TOT récidive d'incontinence, 34% après TVT. Et vous voyez sur les dessins, en particulier celui du bas, la bandelette qui venait au contact du nerf obturateur, parce qu'à la plupart du temps, l'atteinte du nerf obturateur se fait au niveau de la racine de la cuisse. Donc, s'il y a un message à retenir de tout ça, c'est d'abord se retenir que c'est la chronologie des faits. C'est vraiment une douleur qui apparaît dans les suites immédiates ou dans les 2-3 mois qui suivent la chirurgie, mais pas après. L'examen clinique de base neuropathique et myofacial permet de faire le diagnostic et déjà de vous orienter dans votre prise en charge. Il n'y a pas d'examen complémentaire vraiment fiable à faire, hormis qu'il faut éliminer, bien entendu, une complication de la bandelette par voie d'érosion. L'infiltration, elle peut aider. Il ne faut pas hésiter à réopérer les patientes avec une amélioration d'environ 2/3 des cas. C'est la première chose à faire. Et si en cas d'échec, il y a 1/3 d'échec, à ce moment-là, on reprend une prise en charge algologique plus globale. Voilà, je vous remercie. Merci Emmanuel, merci Marie-Aimée, merci Jérôme. Donc vous voyez que la tendance, c'est vraiment une nouvelle spécialité pour prendre en charge ces bandelettes avec la réalisation maintenant de guidelines, d'algorithmes. Alors Marie-Aimée, tu nous as parlé d'algorithmes d'évaluation qui aboutissent parfois à cette petite grille de la Yuga que franchement je trouve un peu rébarbative,
enfin qui peut être bien dans des recherches ou pour rentrer dans le registre Unimesh, et puis ensuite des algorithmes de traitement dont tu nous as parlé tout à l'heure. Si on prend les recommandations OAU, vous voyez quand même que la tendance, c'est que ces patientes soient prises en charge dans des centres expérimentés pour éviter des ennuis. Et comme tu l'as très bien dit, cette chirurgie fonctionnelle, ce qui va permettre d'obtenir les meilleurs résultats, c'est la bonne première reprise. Si on foire la première reprise, eh bien ensuite, on va rentrer dans beaucoup d'ennuis. Et outre le côté scientifique, il y a maintenant un côté réglementaire. Et vous voyez que cette gestion des complications est maintenant réglementée par cet arrêté du 23 octobre dont tu nous as parlé. Les points importants, c'est le fait qu'une concertation pluridisciplinaire est indispensable, qu'il faut une décision partagée avec la patiente qui est informée, la notion de délai de réflexion, et puis le fait que ces explantations doivent être faites dans des centres ayant des plateaux techniques, des chirurgies multidisciplinaires et des chirurgiens formés. Donc vous voyez que ces complications de bandette rentrent parfois dans le cadre de réclamations médico-légales des patientes et que si on ne respecte pas tous ces points, on va donner beaucoup de points d'attaque pour la partie adverse pour pouvoir demander réparation. Donc il faut vraiment être très vigilant et bien suivre toutes ces recommandations. Je vous remercie.